totalement intégré. Donc si je comprends bien la mécanique, si un radar de détection avancé situé, je sais pas, au Koweït ou à Bahreïn, détecte le lancement d'un projectile depuis l'Iran, cette donnée brute, elle est instantanément partagée sur le réseau pour guider une interception par une batterie antimissile américaine ou israélienne. C'est exactement le cœur du système. C'est un réseau de défense interconnecté en temps réel. Dans ce cas, l'argument de la neutralité, il s'effondre totalement. Ah complètement. Si un État héberge des capteurs qui font partie intégrante du système nerveux de la défense d'un camp, il participe activement à l'effort de guerre. C'est évident. D'ailleurs, les sources citent des déclarations publiques très explicites à ce sujet. En avril 2024, lors de la vaste attaque de missiles iraniens en direction d'Israël, il y a le prince bahreïni Nasser bin Hamad al-Khalifa qui s'est ouvertement vanté dans les médias. Ouais, il a pris la parole publiquement. Il s'est vanté d'avoir utilisé les systèmes de défense antiaérienne de son pays pour intercepter ces menaces. C'est la définition même de la co-belligérance stratégique, quoi. Et les forces iraniennes ont agi en conséquence, ce qui nous amène d'ailleurs au bilan réel des frappes. Ah oui, les fameux dégâts. Oui, parce que ces bilans, ils contredisent frontalement les rapports initiaux qui évoquaient des dégâts superficiels. C'est jamais superficiel. Le New York Times, qui est abondamment cité dans notre pile de documents, a publié des analyses d'images satellites. Et ça prouve qu'au moins 11 bases et installations militaires américaines réparties dans la région ont subi des frappes directes. 11 bases, c'est énorme. Et les chiffres donnent le vertige. Un rapport interne du Pentagone estime à lui seul à 200 millions de dollars le coût des dommages matériels pour une unique base située à Bahreïn. Seulement pour une base, ouais. Mais le plus troublant, je trouve, c'est la gestion de l'information concernant les pertes humaines. Le camouflage, quoi. Ouais. Les rapports médicaux font état de soldats américains souffrant de graves lésions cérébrales traumatiques liées au souffle des explosions et même d'amputations au Koweït. C'est terrible. Pourtant, dans les premiers jours, ces blessures de guerre qui sont très lourdes, elles ont été classifiées et communiquées au public sous le terme incroyablement euphémique d'incidents médicaux. Incidents médicaux, ouais. Ce vocabulaire complètement aseptisé, c'est une technique classique de gestion de crise, en fait. Mais ça finit toujours par craquer face à l'ampleur des événements. Toujours. L'exemple le plus frappant, rapporté par les sources, c'est celui du porte-avions USS Gerald R. Ford. Oh là là, l'histoire de ce porte-avions, elle est sidérante. Raconte un peu. Les porte-paroles officiels ont initialement évoqué un petit feu rapidement maîtrisé à bord du navire, mais quand on lit les témoignages des marins recueillis plus tard, c'est une toute autre réalité. C'est pas un petit feu du tout. Non, ils décrivent un brasier incontrôlable qui a fait rage pendant 30 heures d'affilée. 30 heures. Les dégâts étaient tels que près de 600 membres d'équipage se sont retrouvés littéralement sans abri, obligés de dormir sur les ponts extérieurs ou d'être relogés de fortune parce que leur quartier avait été ravagé par les flammes et la fumée. Sur un porte-avions, c'est inimaginable, hein. Et dissimuler un incendie de 30 heures sur le joyau de la flotte américaine, ça demande une volonté politique de fer. Et c'est précisément cet effort de contrôle de la narration qui finit par provoquer des fractures internes béantes. L'impact politique à Washington, il est décrit par nos sources comme étant quasi sismique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ouais. Le point d'orgue de cette crise institutionnelle, c'est la démission fracassante de Joseph Maguire. Et Maguire, c'est pas n'importe qui, c'est le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Un gros bonnet. On parle pas d'un analyste subalterne, quoi. On parle d'un vétéran des plus hautes sphères du renseignement américain. Et sa lettre de démission, c'est une charge explosive contre le système. Il n'utilise aucune précaution oratoire, il n'y a pas de filtre. Il accuse très explicitement des responsables politiques, y compris des figures israéliennes et des lobbies d'influence à Washington, d'avoir volontairement manipulé, trié et biaisé les renseignements fournis à la Maison-Blanche. Dans quel but ? Dans le but exclusif de précipiter les États-Unis dans une guerre ouverte contre l'Iran. Et ce qui donne à cette lettre un poids historique, c'est le parallèle que Maguire ose tracer. Selon les documents, il compare très directement cette méthodologie de manipulation des rapports de renseignement à la fabrication des preuves concernant les armes de destruction massive en 2003. Ah ouais, l'Irak. Ouais, ce qui avait servi de justification principale à l'invasion de l'Irak. Il affirme que l'idée d'une menace iranienne imminente qui nécessiterait une frappe préventive urgente, c'était une construction artificielle destinée à forcer la main du président et de l'état-major. Et ça a déclenché un vrai jeu de massacre politique au grand jour. Les rapports mentionnent que Donald Trump a publiquement rejeté la faute sur son cercle rapproché. Comme souvent.
il a ouvertement accusé son propre gendre, Jared Kushner, ainsi que le sénateur Marco Rubio, de l'avoir induit en erreur en lui présentant des dossiers falsifiés pour le pousser à ordonner les frappes. C'est fou que ça sorte publiquement comme ça. Ouais, mais soyons honnêtes une seconde. Est-ce que ces disputes un peu théâtrales, ces accusations lancées par voie de presse, est-ce que c'est pas avant tout un immense écran de fumée politique ? Pour se protéger. Ouais, une stratégie hyper cynique pour s'assurer qu'aucun dirigeant n'ait à assumer la responsabilité historique de s'être enlisé dans ce bourbier militaire. C'est l'analyse la plus prudente et la plus rationnelle, effectivement. C'est une façon de se laver les mains d'un désastre stratégique. Cependant... Ah, il y a un cependant. Ouais, parce que nos sources introduisent aussi une dimension beaucoup plus complexe et franchement troublante pour tenter d'expliquer l'irrationalité apparente de certaines décisions politiques. Ok. Et là, il faut l'aborder avec la plus grande rigueur analytique, en nous tenant strictement aux éléments rapportés par les enquêtes, parce que c'est très lourd. Je t'écoute. Mes documents font état d'une longue investigation menée par la radio publique américaine NPR. Et cette enquête, elle suggère que le ministère de la Justice américain aurait maintenu sous scellé des documents extrêmement sensibles liés à la tentaculaire affaire Jeffrey Epstein. Attends. Il faut qu'on prenne beaucoup de recul ici. C'est une accusation qui est monumentale et explosive. Je sais. Est-ce que c'est pas juste une théorie du complot facile, un espèce de raccourci sensationnaliste pour tenter d'expliquer un chaos bureaucratique et des erreurs de jugement à Washington, quoi ? Lier des dossiers judiciaires vieux de 40 ans à la gestion de la politique étrangère au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est un saut logique énorme. Ton scepticisme est totalement justifié. Et c'est exactement pour ça qu'il faut regarder comment les sources structurent cet argument. D'accord. L'enquête de NPR, elle ne parle pas de rumeurs vagues. Elle pointe vers des témoignages spécifiques recueillis par le FBI qui auraient été curieusement exclus des rapports publics. Et ils disent quoi, ces témoignages ? Ces témoignages impliqueraient Donald Trump dans des affaires d'agression présumées sur des mineurs dans les années 1980. Et c'est là que l'analyse politique intervient en fait. Le lien avec le Moyen-Orient ? Voilà. Des figures académiques de premier plan, comme l'universitaire Jeffrey Sachs, qui est très longuement cité dans les documents, formulent une hypothèse stratégique. Ils avancent que la simple existence de ces dossiers